Pour une fois, pas de politique, justement. Respirons un petit peu avec Jean Todt, président de la Fédération internationale automobile. Jean Todt, ces derniers temps, on a toujours considéré que finalement, on est entré dans une civilisation qui était peut-être celle de la fin de l'automobile. Or, la passion pour le salon est intacte et les gens, il suffit de lire les articles des journaux, se passionnent pour les nouveaux modèles. C'est vrai, il y a une passion intacte pour l'automobile avec une évolution constante et puis fascinante. Et j'ai d'ailleurs eu l'occasion de me rendre sur le salon hier et tous les constructeurs sont là avec des voitures futuristes, avec plein de nouvelles technologies, des voitures hybrides, des voitures à motorisation électrique. Donc cette idée de la fin de l'automobile qui a été écrite par beaucoup de sociologues, elle vous paraît complètement absurde? C'est-à-dire l'idée d'une civilisation où il n'y aura plus de voitures? Non, l'automobile est dans la mobilité. Et je pense que pratiquement chaque citoyen dans le monde a accès directement ou indirectement à l'automobile, avec des automobiles fondamentalement différentes, puisque dans les pays développés, eh bien justement, on a accès à des nouvelles voitures, à ce qu'on appelle les voitures connectées, qui sont pleines de technologies qui vont également souvent dans le sens de l'amélioration de la sécurité. Et puis, malheureusement, dans une grande partie du monde, eh bien, les pays en voie de développement, les voitures ont entre 30 ans et 60 ans d'âge. Et évidemment, ça rend situation différente. J'ai plein de questions pour vous. D'abord, est-ce que le concept, parce que à la fois Peugeot, Citroën en France en présente, est-ce que le concept hybride essence, c'est définitivement pour vous, qui est un peu le patron de tout ce beau monde, c'est définitivement la voiture de l'avenir? Oui, aujourd'hui, c'est la situation la plus réaliste. Alors évidemment, ça laisse la place à d'autres technologies. On parlait de voitures électriques. Je crois beaucoup à la voiture électrique dans la ville. Mais disons que sur un futur... ce sera l'hybride. Ce sera hybridé, ce sera essence et hybride. Je pense que c'est hybride avec d'ailleurs des performances fascinantes, notamment en termes d'économie de consommation. Deuxième question qui est importante, comment se fait-il que les constructeurs haut de gamme, car pour reconstituer les marges, il faut vendre à la fois des voitures, disons, modestes, simples, pas chères, et en même temps, les meilleures marges se font sur les voitures de luxe. Alors, comment peut-on vendre aujourd'hui des voitures qui vont à des vitesses considérables, alors qu'on sait que maintenant, la sécurité mondiale, et vous vous en occupez, est fondamentalement pour la limitation de vitesse? On vend du rêve, puisqu'on les utilise jamais. C'est une bonne question, mais il y a quelques minutes, vous parliez de cet engouement pour l'automobile. Eh bien, il y a toujours un engouement pour les voitures performantes, pour les voitures pleines de nouvelles technologies, souvent de luxe, les voitures de rêve, parce que l'automobile, heureusement... Donc on achète des voitures qu'on n'utilise jamais, quoi, en fait. Enfin, qu'on utilise pour conduire, mais à 100 à l'heure, alors qu'elles peuvent aller à 250. Et je suis tout à fait favorable à ça. Il faut aujourd'hui être... très respectueux de toutes les lois qui existent pour éviter le nombre d'accidents. Mais cela étant, il y a des endroits où on peut s'amuser. Il y a des l'ancien pilote de rallye qui s'exprime. Des circuits qui permettent là d'exploiter à fond la voiture. Question qui est aussi importante pour nous Français, PSA évidemment, et puis de l'autre côté Renault, vous qui avez une vision qui est un peu globale, est-ce que vous avez l'impression qu'on est dans la situation dépressive d'il y a une dizaine d'années concernant les constructeurs français, ou que là, ils recommencent à intéresser le marché mondial? Non, les constructeurs français font des très belles voitures. PSA est le 10e constructeur mondial, Renault le 11e, donc ils se suivent, mais chaque constructeur a réellement fait des progrès sensationnels à tous les niveaux, au niveau de la conception des voitures, au niveau de la qualité des voitures, de la performance des voitures en termes de fiabilité. Et aujourd'hui, la France est très compétitive sur un plan international. Donc ils sont réveillés. Parce qu'il y a un moment, on a dit c'est fini quasiment l'automobile en France. Comme ça, on l'a dit à un moment aussi en Grande-Bretagne. Ça a changé d'ailleurs en Grande-Bretagne, mais il y a eu ce constat très pessimiste sur les voitures françaises. En tout cas, il y a eu probablement de bons choix de fait, aussi bien au niveau de PSA qu'au niveau de Renault. Il ne faut pas oublier l'association entre Renault et Nissan. PSA qui a complètement restructuré l'entreprise et ils sont repartis de plus belle, et tant mieux. Donc vous considérez que Tavares et Goss de l'autre côté sont des bons patrons pour eux?
pour l'industrie française? Ça serait très prétentieux de ma part de me permettre de les juger, mais je considère que l'automobile française est effectivement entre de bonnes mains. Est-ce que nous sommes trop taxés? Est-ce qu'on est dans un pays où les taxes concernant justement la mobilité automobile sont encore trop fortes? Les taxes sont fortes, mais comparables. Alors il y a des pays où c'est bien pire. Donc je pense que Exemple. la France, les pays scandinaves par exemple, où parfois les taxes sont plus de 100%. Et puis, je ne parle pas de l'Asie, où en Asie, effectivement, les taxes sont entre 80 et 200% sur les véhicules, ce qui rend la situation absolument dramatique pour monsieur tout le monde. Les voitures, justement, qui appartiennent, ces voitures anciennes dont vous parliez tout à l'heure, comment va-t-on faire pour les recycler? Puisqu'on est aussi dans un débat écologique, le gouvernement est en train de présenter sa loi de transition écologique. Toutes ces vieilles carcasses qui ont un certain charme, mais à un moment, on va en faire quoi? Alors, bon, il y a différentes sortes de carcasses. Il y a effectivement des voitures anciennes qui fascinent, qui sont des œuvres d'art, mais qui sont à la portée de quelques privilégiés. Voilà, ça, c'est le mais segment minuscule du marché. Dans tous les pays en voie de développement, eh bien, ce ne sont plus des voitures qui fascinent, ce sont des voitures qui font peur. Et quand on parle de sécurité routière, par exemple, en France, il y a eu des progrès exceptionnels qui ont été faits. Il en reste toujours à faire, mais la situation s'est formidablement améliorée, alors que dans tous les pays en voie de développement, eh bien, au contraire, il y a une dangerosité. Une accélération du nombre des accidents, justement, de fait d'un manque d'éducation, renforcement des lois, infrastructures et véhicules. Et il faut savoir que pour nous, aujourd'hui, monter dans la voiture, heureusement, automatiquement, on met sa ceinture devant, derrière. Il y a des pays où on ne sait pas ce qu'est la ceinture de sécurité, et tout ceci fait 1 300 000 morts sur les routes tous les ans, et 50 millions de blessés, et ce qui fait aussi que les accidents sur la route font partie des plus grands fléaux, au même titre que la tuberculose, la malaria ou le sida. Quand on parle par exemple de l'Ebola avec des chiffres terribles, 3000 morts, mais tous les jours sur les routes, il y a 3500 morts. Vous voulez dire mondialement? Mondialement, 3500 morts. Quel est le président ou les responsables politiques qui vous paraissent le plus attachés à l'industrie automobile? Puisque vous les rencontrez tous, alors évidemment, c'est une question délicate, parce que vous voulez être œcuménique. Mais il y en a bien un qui a la fibre. Là, je parle simplement de la fibre. Je ne parle pas de sa politique. Globalement, ouais. Globalement, souvent, je rencontre des présidents dans différents pays qui sont fascinés, qui sont passionnés par la voiture. Écoutez, je vais vous en citer un. Par exemple, le président du Botswana. Le président du Botswana, quand je l'ai rencontré il y a quelques mois, il me dit « Moi, je suis tous les Grands Prix à la télévision. » Est-ce que le lien Formule 1 voiture de Monsieur Tout-le-Monde est toujours un lien qui, technologiquement, a une vraie nécessité? C'est-à-dire sur la voiture de Vettel, comme sur celle d'Alonso, il y a des choses qui sont utiles pour Durand, Dupont, Martin et les autres. Absolument. Cette année, d'ailleurs, on a introduit un nouveau type de motorisation en Formule 1, qui est un moteur 1,6 litre turbo-compressé, injection directe avec récupération d'énergie, avec des performances comparables au moteur 8 cylindres atmosphérique, avec une consommation d'essence inférieure de 30%. Et donc, toutes ces nouvelles technologies sont répercutées sur la voiture de tous les jours. Il y a au Mans des voitures hybrides. Est-ce qu'en Formule 1, il y aura des voitures hybrides? Il y a déjà des courses aujourd'hui. Oui, il y a des courses, mais qui ne sont pas les courses du championnat du monde de Formule 1. Si, aujourd'hui, en Formule 1, le règlement est justement, depuis cette année, avec des voitures hybrides. Qui sont performantes? Qui sont extrêmement performantes. Alors, on se plaint parfois qu'elles font moins de bruit, mais je pense que c'est la nature des choses, c'est l'évolution. Aujourd'hui, c'est pour moi correct d'avoir des voitures qui sont moins bruyantes, même en Formule 1. Pourquoi Ogier et Loeb dominent le rallye mondial et pourquoi on n'arrive pas à avoir des pilotes de Formule 1 français qui rejoignent Prost et les autres? Alors, déjà, il faut peut-être remercier les constructeurs français, de nouveau, puisque Loeb a été formé par Peugeot puis Citroën, Ogier par Citroën. La Fédération française du sport automobile a fait également un très bon travail de formation avec une académie pour les jeunes pilotes. Et on voit qu'il y a un vivier de grands pilotes en France et
Mais ils ne sont pas des pilotes de Formule 1, parce que tous ceux qui y arrivent, Grosjean, ils montent, et puis tout d'un coup, ils stagnent. Ce sont deux catégories différentes. Alors, si on parle de Formule 1, on sait que la compétition automobile, c'est le pilote, c'est la voiture. L'année dernière, Grosjean avait une très bonne voiture. Cette année, il a une moins bonne voiture, et ça se reflète au niveau des résultats. Mais il y a aussi des cycles. Et on est dans un très beau cycle au niveau des rallyes, peut-être dans un moins bon cycle au niveau des circuits. Néanmoins, avec de très bons pilotes comme Grosjean, comme Bianchi, comme Vergne, je ne veux pas en oublier, qui font des performances vraiment remarquables. Il faut simplement espérer qu'ils aient accès à une bonne voiture. Vous êtes une sorte de notable mondial. Aujourd'hui, vous êtes président de la Fédération internationale automobile, mais vous avez été quand même patron de Ferrari, voire de Peugeot, puisqu'il s'agit de différentes écuries. Et pourquoi la Scuderia? Parce que c'est quand même le rêve mondial, ne gagne plus. Voilà, ça, elle est délicate, celle-là. Non, elle est en fait... Déjà, je pense que Alonso passe pour le meilleur pilote du monde et le pauvre, il se traîne avec une voiture qui n'arrive plus à ramener les autres. Qui n'arrive pas à être mieux que 3, 4, 5e. La première place, en fait, c'est très difficile. Et parfois, on sous-estime les difficultés à arriver à ce niveau. Il faut que tout soit réuni. Ce qui a été le cas pendant certaines années chez Ferrari, ce qui est peut-être moins le cas aujourd'hui. Et pourquoi? Parce que il y a une question d'homme, c'est une question technologique. Absolument. Non, c'est un problème de l'ensemble d'une équipe. C'est très pointu. C'est pour ça que Sergio Marchionne a viré Montezemolo. Non, là vous êtes méchant. Vous êtes méchant, mais là il y a des cycles. Montezemolo a été président de Ferrari pendant 23 ans. C'est un cycle qui se ferme. Il y a un nouveau groupe qui s'est formé, Fiat Chrysler Automobile, et ils ont décidé d'avoir une stratégie plus globale avec des marques comme Maserati et Ferrari. Le plus grand pilote du monde, ça a été Schumacher. Je sais que vous ne voulez pas en parler parce que c'est délicat, et pourtant l'émotion des gens dans le monde entier a été phénoménale dans cette histoire. Mais, oui, je ne souhaite pas en parler, tout simplement. Bon, c'est quelqu'un qui est vous avez été 7 fois proche, champion du monde avec lui. Qui a eu un accident terrible, un accident banal avec des conséquences catastrophiques. Et aujourd'hui, lui et sa famille d'ailleurs se battent pour en sortir. Voilà ce qu'on peut en dire. Et ça, parfois, ça rend croyant. Donc, je vois à votre œil que ça vous émeut profondément. Bien sûr, parce que c'est quelqu'un dont je suis très proche. Et donc, quand on a quelqu'un de très proche qui est victime d'un accident aussi sévère, et bien évidemment... ça ne peut que faire de la peine. Merci Jean-Todt d'être venu. Et donc, bon, salon de l'auto, c'est un moment important. C'est le plus grand salon automobile mondial, il faut quand même le préciser. Qui a lieu tous les 2 ans, alterné avec Francfort, et qui réunit pendant 16 jours le plus grand nombre de visiteurs, puisque je crois qu'en 2012, il y a eu 1 200 000 visiteurs, et on en attend plus cette année. Merci Jean-Todt, donc bonne journée à vous, bon salon.